Salut tout le monde et bienvenue dans Spring Talk. Aujourd'hui, je vais vous débriefer les demi-finales des playoffs ELF qui ont eu lieu le week-end dernier. Il reste déjà plus qu'un match en ELF, ce sera la finale le 22 septembre. Aujourd'hui, on va revenir sur ces demi-finales de ELF et la semaine prochaine, on fera une preview pour la finale. Donc le premier match le samedi, c'était le match entre les Paris Mousquetaires et les Vienna Vikings. Donc les Mousquetaires se déplaçaient en Autriche. Malheureusement pour nous, les Paris Mousquetaires ont perdu leur match 31 à 47, mais c'était un sacré match. Cette saison, Paris termine avec un bilan de 10-2. Au final, les 3 défaites, les 2 de saison régulière plus celle-là, c'est contre des équipes qui ont été championnes. Les Vikings ont été champions en 2022, le Rainfire a été champion l'année dernière. Je pense qu'on peut être vraiment content, malgré tout, du résultat de ce match de playoff, de la saison de Paris. C'est une équipe qui était attendue à ce niveau-là cette saison et je pense qu'ils ont vraiment rempli leur contrat. C'était de faire une grosse saison régulière, de se qualifier en playoff et de gagner un match de playoff, ce qui a été fait au premier tour des wildcards contre les Ravens. Et là, je pense qu'ils ont joué un de leurs meilleurs matchs de l'année en termes de football. Vraiment, je pense même que c'était des matchs. Ce match-là était plus compliqué que les matchs contre le Rainfire, même si c'est passé pas trop loin dans le premier match contre le Rainfire à domicile en début de saison régulière. Mais ce match était vraiment, comme j'en avais un peu parlé dans ma preview, un match qui allait être très compétitif, et c'était le cas. Et à un moment dans le match, on a vraiment cru quand même que Paris allait pouvoir revenir au score. Donc, défaite 31-47. Comment s'est déroulé un peu le match? Le match, il commence très fort. Les Vikings, c'est une attaque à la passe qui est absolument incroyable. Et en fait, dès le début du drive, le premier drive, ils mettent un touchdown. Nous, on va faire pareil justement en réponse, avec le premier touchdown du Cote Kedam. Donc le match commence très fort. C'est vraiment exactement comme ça que j'avais anticipé un début de match pour cette première demi-finale. Un truc qui bombarde à la passe, et ça a été le cas. C'est des attaques aériennes et c'est une passing league, le LF, et à chaque fois en playoff, on a quand même des sacrés matchs. Et là, je pense même que là, franchement, ces 2 matchs de demi-finale, ça fait partie des meilleurs matchs de playoff, je pense, qu'on a pu avoir depuis l'existence de la ligue. Donc le match il commence très fort, c'est vraiment super cool à regarder, les équipes n'hésitent pas à y aller direct et à se rentrer dedans. Après ça se calme un peu, on a tout de suite envie de tester autre chose, le jeu se calme un peu, on a un peu du running game, au début du match Paris fait un peu jouer Chris Wumbo, il a quelques courses intéressantes, Edwards aussi. Il y a un moment où on voit quand même que la défense des Vikings c'est quand même quelque chose, j'avais parlé de leur linebacker et justement on a été un peu inquiété sur le jeu au sol. Les Vikings font pareil avec Kari Pajarainen. Il a beaucoup couru, 22 courses, 91 yards. Euh, C'était pas son plus gros match, lui, mais il nous a fait quand même mal sur les conversions en first down. Donc on voit que pendant la première mi-temps, Paris a le niveau pour jouer une équipe comme les Vikings, qui venait d'avoir 2 semaines de bye week. Mais bon, deuxième quart-temps, déjà, on met 0 points. Les Vienna Vikings en mettent 14, dont justement un touchdown qui arrive en fin de mi-temps qui va faire très mal. On est à 4 minutes 30 dans le deuxième quart-temps. Il y a une super passe d'Edwards pour Hugo Tekedam en 3ème et 6, et il reste 1 yard à parcourir. On est sur une 4ème et 1. Paris prend un timeout, Vienne prend un timeout, et quand ils se remettent en jeu, il y a un deal of game, Paris recule, et au final on punt, on est à peu près sur les 50 yards. Donc là, à ce moment-là du match, il y a 6 à 14 pour Vienne. Ça commence à être la première erreur pour moi qui fait qu'à ce moment-là, on aurait pu drive pour empêcher justement de se prendre plus de points avant la mi-temps. Et je crois que c'est le drive justement derrière, ou dans les 2 dernières minutes, Vienne fait un drive et il y a une DPI qui est sifflée. Donc ça approche Vienne vraiment devant la end zone. C'est une DPI vraiment qui fait très mal, je pense, à ce moment-là du match. Et à la mi-temps, en fait, Vienne lead 21 à 6, quoi. Et retour des vestiaires, on sent qu'on veut refaire un peu le même début de match. Il y a pas mal d'intensité de Paris. Mais ça finit avec une interception de Zach Edwards. Je crois qu'à ce moment-là, c'est la première, parce que la deuxième arrive en fin de match. Aussi, un des éléments qui a, je pense, surpris pas mal la défense de Paris, c'est le fait que Ben Holmes, le quarterback des Vikings, a pas mal couru. Il a couru 5 courses pour 70 yards et un touchdown, dont le touchdown, c'est une course de 45 yards. Mais toutes ces courses, c'est des first downs, c'est des troisièmes et longues, il va chercher le first down. C'est le touchdown de 45 yards
qui arrive dans le troisième quart-temps, il me semble. Et je pense que là, ça surprend un peu parce que c'est pas un rusher, c'est pas comme Zach Edwards qui a fait 700 yards cette année, c'est un pocket passeur. Après, bon, en début de saison, il est blessé à l'épaule, il est placé sur la réserve des blessés, il rate quelques matchs, mais il fait une très grosse saison en 8 matchs, c'est un des top 5 QB de la ligue. Mais je pense qu'au final, ouais, quand il revient d'hier, il est pas trop utilisé à la course, même s'il a les capacités de courir. Et justement, là, je pense que ça, c'est un truc qui surprend assez, à mon avis, dans le match. On voit vraiment que sur la course du touchdown, justement, il y a Digan Gomis, il regarde à gauche, et en fait, Ben Holmes lui passe dans le dos, et ça passe pas loin. Donc c'est vraiment un truc qui a dû les surprendre, je pense. Et ce touchdown-là aussi fait très très mal. On se retrouve à être à 6 à 28 à ce moment-là. Et là, on se dit, bon, bah, ça commence à devenir compliqué. C'est sûr, on joue une grosse équipe. Ça fait 11 matchs d'affilée que Paris joue. C'est, voilà, Viking, comme je dis, deux bye week, la bye week en semaine 14 et la bye week du first seed des playoffs. Paris n'a pas eu de bye week depuis quasiment le début de saison, où ils avaient eu le bye week en semaine 1 et de mémoire une bye week en semaine 5. Et donc voilà, enchaîner 11 matchs en ayant joué un calendrier comme ça. En ayant gagné un gros match de playoff, on peut imaginer qu'il y a quand même une certaine fatigue. C'est quand même bien aussi d'avoir ce rythme de football. On sent aussi que ça a permis justement à Paris de construire cette saison et d'élever le niveau de jeu en attaque, en défense, en special team, et de pouvoir rivaliser face aux meilleurs de la ligue en ELF. Mais à ce moment-là, on se dit, ouais, c'est par chance, il n'y a pas eu tant de blessés aussi que ça. On a eu que Chandler Jones qui a été blessé sur hier. Il y a Anthony Mwangu qui a quand même été gêné au pied, qui n'a pas pu faire sa saison. Mais dans l'ensemble, Paris, comparé à beaucoup d'autres équipes, a vraiment eu de la chance sur les blessures. C'est pas des gros bobos. Donc, mais à ce moment-là, voilà, on peut dire, bon, la saison est très longue, on joue contre une équipe qui n'a pas joué depuis 2 semaines, ils sont reposés en face. Mais Paris n'abandonne pas, c'est ça qui est vraiment fascinant dans ce match, c'est qu'on sent quand même qu'il reste concentré. Même s'il y a eu 10 flags pour Paris et 4 pour les Vikings, pareil, on recule pas mal sur les DPI, on leur a fait une bonne position, il y a des delays, il y a des holdings, mais on reste dans le match. C'est juste dommage d'avoir eu autant de flags. Et à un moment, quand même, on remonte à 31-34 dans le quatrième quart-temps à 7 minutes de la fin du match. Donc de 6 à 28 à 31 à 34, il y a quand même des très beaux touchdowns. Le deuxième touchdown du Gote Kedam, il est magnifique. Mais par contre, on laisse 7 points de conversion. Et donc sur les tentatives à 2 points, on en rate 3. Il y a un extra point qui est raté au début du match quand il y a 6-7. Et après, il y a 3 conversions à 2 points qui sont ratées dans le match. Ça laisse aussi pas mal de points de retard dans le score. Et justement, au moment où on a 31-34, le drive d'après, terrible erreur du secondary de Paris. Il n'y a pas de safety assez haut. Les Vikings le voient. Ils envoient une bombe pour Chris Horn qui se retrouve tout seul. Et on passe de 31-34 à 41-31 pour Vikings, quoi. Donc à ce moment-là, ça fait mal parce que la réponse dans le dernier quart d'heure du match était quand même là. On savait qu'on avait les capacités de revenir dans le match du côté de Paris. Mais les playmakers, ils font un peu la différence aussi chez les Vikings. Et après, je crois, justement, l'avant-dernier touchdown des Vikings, il y a la deuxième interception de Zach Edwards. Il cherche à faire une passe pour Florian Larose. Elle est vraiment assez haute. C'est pas catchable. Larose, il est obligé un peu de la taper. Et en fait, elle retombe dans les mains d'un défenseur. Donc là, on a la deuxième interception qui fait très mal. Et derrière, il y a encore un TD des Vikings. Et donc là, 47-31. Donc match très très compliqué, c'est un match compliqué. On joue dans les circonstances, je pense, globales de la saison, le calendrier, les bye week, beaucoup de matchs en extérieur en fin de saison, jouer une équipe qui est reposée depuis 2 semaines, qui, on sait, elle n'a pas eu aussi beaucoup de difficultés dans sa saison régulière. C'était tout bénef pour Vienne. C'était quand même... mais au moins, pour moi, Paris ne s'est pas fait laver. Franchement, je pense que c'est même un de leurs meilleurs matchs de la saison. Niveau statistique, on est quand même sur un truc sympa. Zach Edwards, il fait 18 sur 40, 363 yards, 4 touchdowns. Il y a les 2 interceptions, c'est malheureux. Mais on pourra aussi, comme je dis, reparler des flags.
Du côté des receveurs, on a aussi une bonne distribution du ballon. On a vraiment un trio de receveurs qui est bien utilisé dans le match. Là, Hugo Tekedam, Florian Larose, Austin Mitchell. Tekedam, c'est 4 réceptions, 110 yards de touchdown. Florian Larose, c'est 5 réceptions, 96 yards. Mitchell, c'est 5 réceptions, 93 yards et un touchdown. Et son touchdown, il est magnifique. Ils essayent tous de le plaquer, ils n'y arrivent pas. Et c'est un missile, Mitchell. Et après, on a aussi Anthony Mangou qui est très bien utilisé dans le match. Il fait 3 réceptions, 60 yards, un touchdown. Le touchdown est pareil excellent. On sent vraiment que la connexion avec Edwards, pour le peu qu'il a pu être aligné sur des snaps cette saison, à chaque fois qu'il tentait des trucs, ils étaient bien connectés les deux. Et même là, il y a les conversions first down d'Anthony Mangou qui aident bien aussi sur certains drives. Mais par contre, un truc qui a disparu un peu en deuxième mi-temps, c'est le rushing game. Le jeu au sol de Paris a totalement disparu en deuxième mi-temps. Les rotations qu'on a pu voir avec Edwards et Chris Wumbo au début du match, qui avaient l'air de dire il y a peut-être un truc, ça va marcher. Même Wumbo, qui ces dernières semaines était plus utilisé sur les fins de deuxième mi-temps, a bien écrasé la défense adverse. Là, pas trop de Wumbo en deuxième mi-temps, alors que les Vikings vont chercher justement des jeux au sol avec Yarinen et Ben Holmes. Donc c'est aussi un peu un élément du jeu qui a été manquant en deuxième mi-temps. Mais les défenses, pareil aussi, très, 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 très sympa à regarder. Je pense que c'est le genre de match qui montre à quel point Paris peut être une des meilleures équipes de la ligue. Et comme je dis, au final, 3 défaites contre qui les équipes qui gagnent en playoff, qui sont champions, c'est pas des défaites contre des bas de classement, de power ranking et tout. Donc on peut être que content, je pense, de dire la saison est quand même positive. C'est vrai que ça aurait été incroyable d'aller en finale contre en plus potentiellement le Rainfire, et donc d'essayer d'aller gagner pour la première fois la finale et en plus contre le Rainfire. Le résultat en est autrement, mais c'est pas un match qui est déméritant. C'est un match qui est quand même productif. On fait 436 yards, les Vikings en font 535. Mais c'est du big play, c'est beaucoup du big play aussi. Il y a de tout. Il y a du big play, il y a du long drive, mais il y a la fatigue pour moi aussi globalement. À ce moment-là, quand on est à 6-28, on sent que... On sait que là, ça fait un moment dans la saison qu'on n'a pas été autant en retard au score. Et là, il faut y aller. Paris le fait. Paris remonte à 31-34. Mais bon, à la fin, Vienne est aussi un peu plus fort sur certains éléments du jeu, quoi. Et notamment avec leur tight end, Florian Birnbaumer, tight end de 25 ans, qui a fait le NFL IPP, le NFL Combine et tout, qui a dû avoir aussi, je pense, un peu des entraînements en minicamp NFL. J'ai peut-être une erreur, mais en gros, c'est un des meilleurs tight ends de la ligue et en Europe. Et lui, il fait 8 réceptions, 99 yards, 3 touchdowns. Et c'est vrai qu'on n'avait pas eu un tight end qui nous avait autant inquiété. Chez les Rainfire, ils ont des bons tight ends, le Galaxy aussi. Mais là, vraiment, il nous a complètement détruit, quoi. Le playmaker, pour moi, là, il se fait vraiment dans le match avec les longs touchdowns de Rhys Horn quand il est tout seul. Les catchs de Florian Birnbaumer. Noah Touré aussi à un moment qui fait un gros catch. Et en fait, là, pareil, il y a grosse production. Hein. Quand je dis 535 yards, il y a 8 réceptions, 167 yards et un touchdown de Horn. 8 réceptions, 99 yards de leur tight end. Noah Touré, 4 réceptions, 88 yards. Et avec 3 joueurs, ils ont quand même bien roulé en attaque, quoi. Et pareil après pour leur jeu au sol qui a été plus productif que nous en deuxième mi-temps. Donc voilà, je pense que c'est un match quand même intéressant. Il y aura des choses à en tirer. On voit que là sur les matchs de play-off, Paris s'est défoncé pour aller sur ce parcours de play-off et essayer de viser la finale. Mais bon, on joue le meilleur du football en Europe. Ça a été positif d'avoir une saison régulière comme ça pour se préparer pour ce match de play-off. Et je pense qu'il n'y a pas à être ultra déçu parce que le résultat, c'est qu'on est capable de taper les meilleures équipes allemandes, autrichiennes. Et à mon avis, l'année prochaine, avec quelques ajustements, Paris peut aller en finale. Donc voilà. On va passer à la deuxième demi-finale qui a eu lieu le dimanche avec le Rainfire qui se déplaçait chez le Surge. Victoire du Rainfire 29-23 en prolongation. Donc je vais vous décrypter un peu le parcours du Rainfire dans ce match. Match là, pareil, qui commence très fort le début du match. On a vraiment l'impression que c'est comme le match Paris-Vienne, ça bombarde à la passe. J'en avais parlé dans la preview, c'est des attaques
qui sont archi complètes à ce niveau-là dans le passing game, avec pareil deux des plus gros pocket passeurs de la ligue. Mais par contre, ça finit pas avec des grosses stats, mais n'empêche que c'était très efficace. Jadarian Clark, il est à 19 sur 34, 186 yards, 3 touchdowns, une interception. Et Riley Hennessy, il est à 16 sur 28, 160 yards, 2 touchdowns, 3 interceptions. Donc là, vraiment, les interceptions de Hennessy, lui qui en a pas fait beaucoup dans la saison, qui a peut-être 4 comme ça, les interceptions ont totalement tué le match pour le Surge, surtout dans le quatrième quart-temps. Donc début de match, vraiment sympa à regarder. Encore une fois, un des meilleurs matchs, je pense. Là, pour le coup, la finale de l'année dernière entre ces deux équipes-là était sympa. Mais il y a un moment, comme je disais la semaine dernière, on sentait que le Rhein Fire allait faire la saison parfaite dans la finale. Et là, le rematch était vraiment compétitif. Le Surge était vraiment encore plus au niveau du Rhein Fire cette saison. Même si, bon, au final, il joue une conférence qui est quand même largement dominée pour le Surge avec 11 victoires, une défaite. Mais au final, je trouve qu'ils avaient vraiment élevé leur niveau de jeu global et qu'ils étaient prêts à faire des playoffs pour venir chercher le titre s'il fallait pour le Surge. Donc pareil, ils étaient en bye week, donc ils avaient pu un peu se reposer et bien préparer ce match pour Stuttgart. Donc le match, il commence bien pour les deux équipes, mais première erreur, ça va être justement côté Rhein-Fire. Pendant 3 quarts-temps, de Rhein-Fire va faire pas mal d'erreurs. Il y a un fumble qui arrive dans le deuxième quart-temps, vers 7 minutes. À ce moment-là, il y a 13-10 pour le Surge, donc on se répond quand même avec des touchdowns, des field goals. Le score reste un peu serré. Et à ce moment-là, il y a vraiment une séquence de ouf. Il y a le fumble, ce qui est récupéré, il me semble, en red zone par le Surge. Donc ouais, c'est en red zone. Parce que juste derrière, en fait, il va y avoir une interception du Fire. Et 2 minutes plus tard, il y a un pick six du Surge. Donc fumble qui est récupéré par le Surge. Ryan Hennessy lance sa première interception en red zone. Fire commence à drive. Pick six du Surge. Séquence complètement folle, et là on se dit bah ça y est, en fait la défense Surge est vraiment au top et peut vraiment inquiéter une des meilleures attaques de la ligue, qui est vraiment à son top niveau depuis son voilà, on l'avait vu en début de saison, l'attaque du Rhein Fire a pris un peu de temps à démarrer, mais ils sont revenus très vite à leur niveau champion de l'année dernière. Là, à la mi-temps, il me semble qu'il y a 20-13, un truc comme ça. Oui, parce qu'après, en fait, il y a un moment, ils reviennent à 10 points, il y aura 23-13 à un moment. Et pareil, en fait, il y a une DPI aussi dans les 20 dernières secondes de la première mi-temps du Surge. Et donc, le Fire revient à 13-20 à ce moment-là. Et donc, au final, c'est un field goal qui est ultra important dans le résultat quand même du match, je trouve. Dans la première mi-temps, on a quand même déjà, on voit il y a une bonne pression de la défense du Surge sur la poche du Fire. On voit que soit il est obligé de courir un peu, alors qu'il a plutôt tendance à avoir une bonne poche. Soit il y a pas mal de sacs qui arrivent, même dans la deuxième mi-temps, je crois qu'il y a 2 sacs en deuxième mi-temps pour le Surge. Pareil, il va y avoir encore là des erreurs, mais là cette fois du côté du Surge. Là on commence à avoir un troisième quart-temps, il y a 0 points pour personne. En fait, de toute façon, le Surge ne met que 3 points dans la deuxième mi-temps et le Rhein Fire en mettra 10, et donc ce qui leur permettra d'égaliser pour aller en overtime. Et là, vraiment, le quatrième quart-temps, c'est à partir de 11 minutes, c'est vraiment à partir de ce moment-là que le Surge s'effondre. Même le fait de ne pas avoir mis de façon de points dans le troisième quart-temps, alors qu'ils auraient pu aller tuer le match à ce moment-là. Dans le troisième quart-temps, ils perdent un fumble. Il y a une course de Nicolas Candard, le running back français, qui fait un très gros match. Il fait 22 courses, 88 yards. Vraiment des grosses courses. Un running back très physique. Et malheureusement, je crois qu'on est à 10 minutes dans le troisième quart-temps. Il y a un fumble forcé sur lui. Et ça aurait pu être à un moment où il tue le match. Et ils arrivent à creuser un peu l'écart contre le Rhein Fire. Et ça aurait pesé un peu. Et justement aussi pour revenir par rapport au field goal qu'ils avaient mis, mais qui dans le total va leur permettre justement de revenir à l'égalisation. On a aussi une grosse attaque aérienne, mais par contre pour le Surge, mais il y a manqué Louis Gaillard dans ce match. Louis Gaillard, il fait 0 catch.
Là, ceux qui catchent, c'est Darrell Stewart Jr., l'américain, 8 réceptions, 70 yards. On a l'allemand Yannick Meyer, 4 réceptions, 61 yards. Et donc au final, 0 catch Louis Gaillard, il a pas mal été cover, il y a eu des deep passes tentées sur lui et ça passe pas loin. Donc là, Louis Gaillard a vraiment manqué dans ce match, quoi, alors que c'est un des meilleurs receveurs de la ligue. Hein. Surtout en plus chez les joueurs européens. Très bon receveur. Et donc là, ne pas avoir de production avec lui dans le match aussi, c'est ce qui fait qu'on peut analyser la défaite du Surge. C'est qu'on arrive à lead un peu devant le Rainfire, on arrive à leur mettre de la pression, on sent que c'est jouable. On sent que c'est jouable pendant une bonne partie du match pour le Surge. Ils se font pas écraser, justement. Mais il manque des choses pour achever et tuer le match. Pendant une bonne partie du match, à partir de la mi-temps, même un peu avant, il commence à pleuvoir et il pleut fort, surtout dans la deuxième période. Et pour moi, c'est le Fire qui gère mieux ça. Le Surge, on sent qu'il justement, il commence à encore plus courir avec Kandar, ils font des grosses courses. Et le passing game a du mal. Ils essayent quand même des trucs, ça passe, mais s'il fallait dire qui a été affecté le plus par la pluie, clairement, visuellement, ça se voyait, c'était le Surge. Et donc, la grosse séquence où, pour moi, je me dis, merde, en fait, ils vont le faire, c'est quand il y a un stop défensif sur quatrième tentative à 11 minutes dans le quatrième quart-temps. À ce moment-là, il y a 13 à 23. 11 minutes à jouer, stop défensif du Surge contre le Rainfire. Sur 2 courses de Tunga, il fait 28 courses, 138 yards, mais on va dire que c'était... globalement en première mi-temps, il est pas mal bloqué en deuxième mi-temps, notamment sur ces 2 gros stops là. Et derrière, en fait, là, ils se tirent une balle dans le pied, ils en profitent pas de cette séquence. Justement, sur le drive juste après, il y a sur la troisième tentative, il y a cette troisième tentative, 3 yards à faire, et il y a un snap qui part beaucoup trop tôt du centre de Stuttgart, et on ne sait pas trop pourquoi, le Ryan Hennessy n'était pas encore en position, il était en train encore d'ajuster des receveurs, et d'un coup, il y a un snap qui part, et donc en fait, on ne profite pas du tout de ce stop défensif. Donc un élément crucial dans le match aussi pour moi à ce moment-là pour dire pourquoi le Surge en fait se tire une balle dans le pied. Bah ouais, à ce moment-là on sent qu'ils perdent en discipline, ils sont plus trop en train d'être coordonnés. Et ça se voit même en fait, alors qu'ils font des stops défensifs, ils ont quand même moins de temps de possession au final. Hein. Le Surge a le ballon pendant 26 minutes, le Rainfire 33 minutes. Alors que le Surge fait des stops sur fourth down vers 11 minutes. Et après, voilà, le fumble. Et justement, après, là, ça déraille. Ils se prennent des conversions en first down sur des quatrièmes tentatives dans les drives de fin de quatrième quart-temps. Et à partir de là, on sent que le Fire va remonter. Ça y est, c'est foutu pour le Surge. Ils ont énervé les champions. Ils vont gagner. Et c'est en fait à ce moment-là que le Fire va les mettre 20 à 23. Et que après, ils ont encore une interception de Riley Hennessy qui est absolument horrible pour le Surge. On est à 2 minutes, 3ème et 5, interception. Il laisse pas le temps à son receveur de s'écarter, il lance beaucoup trop vite, trop facile à lire pour la défense, ils sont interceptés. Et là, égalisation avec un field goal. Le Surge est obligé de poser le genou pour aller en prolongation. Il n'y a pas assez de temps et pas de time-out. Donc, on arrive en prolongation. C'est le Surge qui commence. Ils commencent bien. Ils avancent un peu. Et hop, encore une fois, interception. Et là, j'ai vu des gens comparer ça un peu aux Seahawks, au Super Bowl contre les Patriots, où ils jouent la passe alors qu'il aurait peut-être fallu faire une course au sol pour gagner pour les Seahawks à ce moment-là. Et c'est un peu la même situation là, surtout que sur l'échange, on voit qu'il s'apprête peut-être à donner le ballon à Kandar, et en fait il fait une passe, et c'est la même interception que 2 minutes avant du match, mais là on est en red zone, et là ça tue quand on est en prolongation. C'est les règles des NCAA en prolongation en ELF, donc c'est chacun son tour à drive pour aller chercher un touchdown. Ben là tu mets une interception, donc si le Fire marque après, c'est perdu, et c'est ce qui va se passer. Le Fire fait son drive, il y a même une third down longue qui est catchée par Kelvin McKnight Jr.
qui fait un bon match, fait 7 réceptions, 49 yards, mais il y a surtout cette réception pour aller chercher le first down en prolongation, se rapprocher en red zone, et ils finissent par aller chercher la victoire sur un touchdown de leur tight end 2 pour se qualifier pour la finale. Et voilà, c'est vraiment, il y a tout un quatrième quart-temps là qui est vraiment incroyable pour le Surge, où ils peuvent tuer le game, et il y a des pénalités qui leur font très mal, il y a les interceptions, c'est petit manque de discipline là qui est impossible à avoir contre le Ryan Fader quand tu veux aller sur une finale de ELF contre l'ancien, sur la route de l'ancien champion, lui qui veut y retourner. Mais en soi, pareil, c'est un match très très intéressant à regarder. Le coach du Ryan Fire lui-même a dit que c'est dommage que quelqu'un perde ce match parce que les deux équipes étaient quand même au top, mais la phrase est intéressante parce qu'au final, il y a les interceptions de Riley ici qui sont vraiment inhabituelles, et on s'attendait pas à ce qu'il balance des patates comme ça sur les défenseurs du Rain Fire plutôt que sur les receveurs. Et c'est vrai aussi que les DB du Fire ont très bien cover Louis Gaillard, comme je disais. Donc, même si ils ont eu des bonnes positions de départ pour des drives, il y a des conclusions en troisième, comme je dis, tentative, où c'est le manque de discipline qui leur tue le match, avec le snap horrible, les interceptions. Et à la fin, c'est le Surge qui a fait beaucoup de conneries qui leur coûtent le match. Ils font que 5 pénalités alors que le Fire en fait 11. Ils forcent pas de turnover à part une interception en red zone au début du match. On les sentait, pour moi, au niveau. C'est très intéressant de voir justement cette nouvelle saison du Surge confirmer ce qu'ils ont fait l'année dernière. Et que j'aurais bien aimé voir une finale Surge Vikings pour changer un peu, de revoir là le Rain Fire. Le Rain Fire là a des atouts pour faire le back-to-back, mais je pense que, j'en reparlerai dans la preview, je pense que c'est quand même les Vikings qui vont être un peu au-dessus, et ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais visuellement ça se voit que le Fire a des failles. On peut aller saquer Jadrian Clark 3 fois, ce qui s'est arrivé là avec les défenses du Surge, et c'est autant des defensive des tackles que des cornerbacks. Ils ont un très bon cornerback américain, le Surge, qui est Mitch Fettig, pardon, et il a cherché des sacs en mettant le point de pression sur les blitz. Et même là, dans ce match-là, Glenn Tunga, c'est une grosse première mi-temps, mais pas une grosse deuxième mi-temps. Donc, et même à la page, je disais tout à l'heure, Clark qui fait que 186 yards. Donc on a 3 réceptions, 54 yards pour Arlen Coffey, 7 réceptions, 49 yards pour Kelvin McKnight Jr. Et tout le reste est distribué un peu entre les receveurs 2-3, le tight end 2. Vraiment des trucs qu'on n'avait même pas trop vu en target pour Clark pendant la saison régulière. Et même les Vikings ont fait un peu ça contre Paris. Donc on a deux équipes là qui vont s'affronter en finale, qui ont des armes secrètes. Ça sort ses atouts. C'est pas que les receveurs américains qui font tout dans les matchs. On a des receveurs 2 européens qui ont du niveau, qui se développent depuis plusieurs années dans la ligue et qui deviennent vraiment des bons joueurs. Et là, ça n'a pas été le cas justement du côté du Surge, où eux, leur meilleur receveur qui est européen, qui est Louis Gaillard, là, un peu absent dans le match, quelques plays ou sur des deep passes, ça a rien de passé. Et là, ça leur manque, quoi. C'est un match où, justement, le Riley ici, on s'attend à ce qu'il ait à lancer plus de 350 yards largement pour aller chercher la victoire. Et là, c'est 160 yards et 3 interceptions qui tuent le match, quoi. Donc voilà, malgré tout, je pense qu'on a eu 2 demi-finales très intéressantes. C'est des équipes qui sont vraiment allées s'inquiéter les unes les autres. C'était pas des dominations comme on a pu voir sur des saisons précédentes en playoff. Je pense qu'il y avait vraiment du show et quelque chose à regarder d'intéressant pour les spectateurs, et autant pour les joueurs à jouer. C'est des matchs très compétitifs où il y a beaucoup d'enseignements à en tirer. Et donc là, la finale, ce sera le Rainfire contre les Vienna Vikings. Voilà pour ces demi-finales. Juste pour refaire un petit brief vite fait, vu que j'ai pas mal décrypté Paris sur la saison de Paris aussi, je décrypte un peu vite fait les saisons, un petit mot vite fait pour conclure sur les saisons de Fire et Surge. Le Rainfire, au final, comme je l'avais dit là, début de saison, on se dit ils vont peut-être pas pouvoir faire leur back-to-back parce qu'il y avait le Galaxy qui avait fait un bon recrutement. La conférence, on la sentait encore plus élevée.
Justement, là, c'était plus, on savait que le Surge allait avoir une conférence facile. Ils avaient gardé beaucoup de leurs bons joueurs, ils avaient renforcé leur défense, ce qui les a aidés. Et là, tout était sur la table pour le Surge, justement, pour faire ce parcours en play-off à nouveau. Malheureusement, là, ils se tirent beaucoup de balles dans le pied et c'est dans le quatrième quart-temps et ça leur coûte le match. Pareil, c'est peut-être que le fait aussi que quand t'as pas joué des tonnes de matchs de dernière minute en saison régulière, t'as un peu de pression d'un coup qui te tombe comme ça sur des prolongations de playoffs et t'as, comme je le dis, un petit manque de discipline. Mais malgré tout, très belle saison. Il faudra compter sur le Surge et Ryan Fire à nouveau l'année prochaine en fonction de toute façon de comment sont refait les conférences ou les équipes qui vont être ajoutées ou retirées. Ça reste les meilleures équipes de la ligue. Donc voilà, l'année prochaine, vous pouvez compter sur Paris, Vienne, Fire, Surge pour, à mon avis, viser les playoffs. C'est ce qui se fait de mieux dans la ligue. Bien sûr, j'espère qu'on verra d'autres équipes pouvoir avoir des chances de se qualifier en playoffs, comme les Raiders ou même les Panthers. Mais globalement, on a eu, je pense, les meilleures équipes de la saison qui sont allées en playoffs, qu'on fait des bons matchs. C'est dans l'ensemble, je pense, pour la Ligue, c'est des bons matchs. Malheureusement, c'est des matchs qu'on voudrait voir plus souvent en saison régulière et pas qu'en playoff. Parce que sinon, on a une saison régulière qui n'est pas très attrayante pour tous et c'est compliqué d'avoir une ligue qui est ultra compétitive pour au final avoir les mêmes équipes en playoff. Mais je pense que ces demi-finales, au final, sur les wildcards et les demi-finales, on a vraiment eu des bonnes playoffs. Je m'attends à une finale absolument incroyable où là il y aura plus de 35 000 spectateurs. Ça va être le plus gros match de l'ELF en termes d'affluence. Donc c'est quand même une ligue qui prospère bien malgré tout ce qu'il y a un peu comme point noir cette saison. Je suis content que la ligue puisse se développer comme ça. Et j'espère que vous avez pu aussi apprécier les playoffs. Les highlights sont dispo sur la chaîne YouTube de SFN. Pendant la saison, la off-season, je pense que je vous ferai aussi des highlights. J'ai fait des highlights de joueurs UFL, il y en a encore d'autres là qui vont arriver bientôt. Et je pense qu'il y en aura aussi pour des joueurs ELF. Je pense que c'est vraiment intéressant de mettre ces joueurs en avant et de montrer à quel point le LF devient une ligue très très intéressante pour le développement du football américain en Europe. Et ça, c'est vraiment quelque chose, donc je vais beaucoup vous en parler aussi en off-season. On peut avoir des joueurs là qui vont être peut-être avoir des chances d'aller faire des camps NFL l'année prochaine, les Américains qui vont retourner en UFL parce qu'on a eu des Américains qui avaient joué en XFL par exemple, qui sont venus jouer en ELF cette année et qui vont peut-être retourner en UFL là pour la saison 2025. Donc ça devient une ligue très très intéressante pour beaucoup de joueurs dans le monde et ça c'est tout bénef pour nous les fans de football américain. Je vais vous laisser là et je vous dis à la prochaine pour la preview de la finale. Ça arrivera pareil en milieu de semaine prochaine. Le temps de bien préparer ça. Il y a aussi beaucoup de contenus visuels et textuels qui vont arriver sur le compte, sur Twitter, en plus de la preview. Là, il y a une bye week, donc ça laisse le temps justement de se préparer. La finale, je le rappelle, c'est le dimanche 22 septembre à 15h30. Donc d'ici là, j'ai le temps de bien vous préparer tout ce que j'ai prévu pour cette finale. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!